Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent, le Meeple Vert, accompagné ce soir de Des jeux, des livres. Anthony, donc pour ce débrief ludique de la semaine. Donc on a décidé de le faire, enfin c'est lui plutôt qui a décidé de s'incruster tout simplement dans mon débrief ludique, pourquoi pas. Ça avait plutôt pas mal fonctionné avec le retour de Cannes, donc on s'est dit pourquoi pas le faire de temps en temps. Pourquoi pas, ça viendrait peut-être une habitude, on ne sait pas. Le débrief ludique, c'est quoi? C'est tous les lundis soirs sur Twitch à 20h où on parle ensemble des jeux de société auxquels j'ai joué sur la semaine écoulée. Et c'est donc tous les lundis soirs à 20h sur Twitch également, donc en replay. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube en replay, n'hésitez pas à venir le lundi à 20h sur Twitch pour parler ensemble. Sinon également, c'est le samedi matin, toujours sur Twitch à 11h pour parler des sorties de jeux de société de la semaine. Bienvenue, installez-vous, n'hésitez pas à marquer un commentaire soit en live sur Twitch, soit également sur YouTube. On est parti pour tout simplement parler de jeux de société qui sont pas sortis, auxquels on a joué, tout simplement. Vous connaissez peut-être le principe. On va tout simplement sur MyLudo pour voir la fiche des jeux que je vais vous présenter, dont on va parler, pour avoir toutes les infos. Donc on peut commencer tout de suite avec ce soir pour ce premier jeu. C'est Double Seven. Il est là. Alors on commence de suite par une belle recommandation. C'est vraiment un gros coup de cœur, hein, comme on dit, pour ce Double Seven. C'est vraiment un excellent jeu dans sa catégorie familiale. Oui. Chez Tiki Edition, donc dans la même gamme que Lucky Numbers. Il y a eu également Perfect Words. Et là maintenant, Double Seven, donc dans la même gamme. Ce n'est pas du tout la même, la même mécanique de jeu. Dans Double Seven, c'est un petit peu, si vous connaissez, le Rami. Oui. Voilà. Sauf que là, on va jouer non pas avec des cartes, mais on va jouer avec des tuiles. Ces tuiles-là représentent tout simplement des animaux, des couleurs également. C'est ultra addictif. On peut faire facilement 2 voire 3 parties d'affilée. Oui, facile. Ouais, moi franchement, ça c'est vraiment un gros coup de cœur. Oui, c'est génial. Ouais. On l'avait découvert à Vichy en septembre dernier. On l'a redécouvert, on a pu faire quelques tours de jeu. Oui, on l'a vraiment découvert à Cannes. À Cannes, cette année. Et là, ça y est, donc on a pu y jouer et faire des parties. Et on en a fait quand même déjà pas mal. On y a joué à 2 et on y a joué à 4. Dans ces 2 configurations, ça marche super bien. C'est vraiment une évidence. Oui, même à 2, c'est bien. Oui, même à 2, ça marche très bien. Qu'est-ce qu'on fait dans Double Seven? Tout simplement, on va essayer de faire des collections de familles. Ces familles, donc, ce sont ces fameux animaux. Donc, il y a toutes ces tuiles-là. Alors, il n'y a pas de photo, mais peut-être rouvre la boîte et remontre les tuiles. Toutes les tuiles que vous avez donc de disponibles dans le sac, vous allez toutes les étaler face cachée sur la table, au centre de la table, accessible à tous les joueurs. Voilà, on ne les pioche pas directement dans le sachet, même si j'avais presque envie, mais en tout cas voilà, on les étale toutes donc face cachée au centre de la table, et à mon tour de jeu, eh bien je vais pouvoir en piocher 2 ou 3 suivant certaines configurations. Donc je vais en piocher pour mettre donc sur mon petit chevalet, et dans le but étant de faire des collections, en tout cas de faire des familles. Je peux donc prendre les tuiles que j'ai, à partir du moment où 2 sont identiques, je peux commencer à créer donc une famille. Je vais tout simplement poser les 2, voire 3 ou plus tuiles identiques devant moi pour commencer une famille. Je vais pouvoir également, à mon tour de jeu, faire autant d'actions que je peux et que je veux. Je peux également, si je le souhaite, agrandir une famille. Donc là, par exemple, si j'avais ça, bien, je pourrais prendre ces 2 tuiles bleues et commencer une collection. Donc, admettons, je les pose devant moi. Et si jamais il y avait un adversaire qui avait une collection, une famille de 2, comme ça, je pourrais lui échanger. Je pourrais l'échanger et prendre sa collection à lui. Et je pourrais par la suite, donc si je le souhaite, agrandir. Si par exemple mon adversaire il avait une collection de 2 de cerfs,
comme celui-ci, Mais je pourrais... Laisse-les-moi. Non. Je les change avec ma collection de 2. Je les récupère ces 2 serres et je peux donc agrandir la famille, mettre une 3e tuile d'une autre famille à partir du moment où je l'ai en fait sur mon chevalet. Scandale. Donc je peux créer une famille, je peux agrandir une famille et je peux également échanger. Donc à partir du moment où j'ai 7 tuiles de la même famille donc devant moi, je crée ce qui s'appelle donc un 7. Donc je prends la petite tuile 7 qui me rapportera un point supplémentaire à la fin de la partie. Si j'obtiens 2 familles de 7, j'obtiens une deuxième tuile double 7 qui me rapportera donc un point de plus, mais je remporte également la tuile double 7. Ouais. À ce moment-là, celle-ci, elle me rapportera 2 points à la fin de la partie. Donc, en faisant double 7, je remporte donc tout ça, je me ferai 4 points à la fin de la partie. Et ça met fin automatiquement à la partie, tout simplement. Et on va compter les points. Les points, c'est quoi? C'est tout simplement 1 point par tuile qu'on a posé devant soi, sans oublier les tuiles 7 et le double 7 si jamais on l'a. Voilà, c'est tactique, c'est profond. Mais ça reste super simple et accessible en fait. Oui. Donc ça, double 7, c'est le jeu que je vais proposer à mes collègues pour jouer ensemble demain, puisque je pense que ça pourra tout à fait le faire en fait avec mes collègues qui, je le rappelle, ne jouent qu'une fois par semaine avec moi à la pause entre midi et 2. Donc c'est vraiment des joueurs-joueuses très très occasionnels. Je suis sûr que double 7, ça va super bien passer. En tout cas, voilà, moi, double 7, je le trouve génial, je m'amuse à chaque fois et il y a toujours cette petite tension de savoir en fait quelle famille il va faire, est-ce que je vais pouvoir l'échanger, est-ce que je vais pouvoir l'agrandir. C'est un petit peu le hasard également de la pioche, mais c'est drôle, voilà. C'est assez rapide. Alors au niveau de MyLudo, donc de 2-4 joueurs à partir de 8 ans, donc très familial et accessible, pour des parties d'environ 20 à 30 minutes. Ouais, pas plus, hein, ça va relativement assez rapidement. En tout cas, à 2, en 10 minutes, je pense que vous-même, vous pouvez faire une partie sans aucun problème. Donc, c'est chez Tiki Edition, c'est un jeu de Michael Schach, et illustré par Christine Alcouf, distribué en français, en France, par Néoludis. Et il est aux alentours, donc, de 29 €, et il est sorti la semaine dernière, donc double 7. Voilà, si vous aimez les jeux familiales, accessibles, avec une petite réflexion mais pas prise de tête, et avec toujours cette petite tension mais pas trop, enfin pas prise de tête du tout, franchement, c'est la grosse recommandation du moment en tout cas, voilà. Ouais. Double reco. Ouais, double recommandation. Ouais, exactement. Coucou Mighty Games. Salut Lucas, bienvenue. Alors non, pas de la SMR, on fait pas que de la SMR, mais là ça valait le coup quand même pour faire la SMR des tuiles en acrylique pour un double 7. Allez, jeu suivant. Le jeu suivant. Attends, est-ce que je suis toujours sur la bonne caméra? Oui, parce que sinon je me trompe. C'est également... En parlant de chouchou. Effectivement, en parlant de chouchou et de grosses recommandations, c'est Candy Spiders Leopards. Celui-ci sort le 11 avril, donc à la fin de la semaine, aux alentours de 15 €. Il se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans, pour des parties d'environ 45 minutes. Je pense que c'est peut-être probablement un petit peu plus rapide. En tout cas, sur la boîte, c'est 25 à 45 minutes. Oui, c'est plus 25. Oui, ouais. Donc ça, c'est pareil. C'est une énorme recommandation si vous aimez les jeux de pli. Oui. À la base, c'est un jeu de pli, mais pas que, puisque dans Candy Spiders Leopards, on va jouer donc des plis. Quand on va remporter un pli, on ne va pas remporter les cartes qu'on a jouées, mais on va remporter des cadeaux. Les cadeaux, en fait, donc on va jouer nos cartes. Hein, il y a 3 couleurs dans le jeu. Il y a le rouge, le vert et le bleu. L'atout, c'est le bleu. Et donc quand on gagne un pli, on ne va pas remporter les cartes, mais on va remporter des cadeaux. Donc les cadeaux, eh bien, il y a des bonbons, il y a des araignées et il y a également des léopards. Donc je vous les montre vite fait. En caméra, peut-être on va mettre un petit peu plus
proche. Hop là, regarde. Tac. Donc, voici les cartes araignées, les cartes bonbons et les cartes léopard. Voilà. Donc, quand on gagne un pli, on va remporter une carte comme ça. Je passe les détails de la mise en place, etc., etc. Il y a également la fameuse petite carte étoile. Faut pas les lui laisser. Non, celle-là, il faut pas les laisser. Faut pas les laisser, non. Comment on va marquer des points? Tout simplement, on va marquer des points en fonction des cartes donc qu'on a réussi à collecter, ces cartes Candy, Spiders, Leopards, mais en fonction de petits objectifs qui sont ici, je pense. En début de partie, il y a des objectifs qui sont marqués. On en a 4. 4 qui correspondent donc aux 4 cadeaux qui tombent du ciel. C'est basé en fait sur une comptine ou une légende en fait asiatique, peut-être même plus japonaise. Oui, quand il y a des gros typhons, voilà. Il y a énormément de vent, il peut retomber des choses. Voilà, donc c'est après la tempête. La légende, elle est comptine en tout cas japonaise de Fall from Sky. Ouais. Donc c'est Falling from the Sky. Donc on a ces objectifs qui sont là, donc ils sont tous recto verso. Par exemple, sur celui-ci, eh bien les bonbons, on va compter tout simplement le nombre de bonbons qu'on a et la personne qui en a en dessous, juste en dessous de nous. Si par exemple moi j'ai 5 bonbons et que toi tu en as 4, et je vais marquer donc 1 point, c'est la différence. Si j'en ai 5 et que toi tu en as qu'un, eh bien je vais marquer 4 points. Mais il y a plusieurs scorings comme ça, c'est intéressant. Ouais, il y a plusieurs scorings et à chaque fois ils sont toujours recto verso, donc on peut les varier. Donc par exemple, si je prends les léopards, eh bien là on peut voir que si j'en ai 1, eh bien j'aurai 0 points. Si j'en ai 2, j'en ai toujours 0 points. Si j'en ai 3, j'arrive à 15 points. Et par contre, si j'arrive à aller jusqu'à en avoir 6, je vais avoir 30 points. Donc en fait, il y a des fois on va vouloir remporter des plis, des fois on ne va pas vouloir les remporter. Et de l'autre côté, peut-être un petit peu plus facile, si j'en ai 2, j'ai 10 points, il faut que j'en ai 4 pour avoir 20 points et 6 pour avoir 30 points. Si j'en ai une autre somme, donc 1, 3, 5 ou plus de 7, eh bien ça me rapportera 0 point. Donc il y a toute une histoire de petits tempos comme ça à respecter pour savoir si je veux remporter le pli ou pas. Donc il y a une petite mise en place en fait. Ce qui est original, c'est que on va recevoir notre main de cartes et cette main de cartes, on va la diviser en 3 fois 3 cartes. Donc 3 cartes pour une première manche pour remporter 3 cadeaux. Une deuxième manche avec de nouveau 3 cartes et une troisième manche avec 3 cartes de nouveau qu'on va donc sélectionner pour pouvoir jouer les plis en fait en fonction des manches et tenter de remporter les cadeaux qui sont eux directement mis sur la mise en place de chaque manche. Voilà, celui-ci c'est un gros coup de cœur. Oui, c'est pareil, découvert à Vichy en septembre dernier, joué et testé et approuvé mais immédiatement à Cannes cette année. C'est hyper malin. Chez donc Musoka Studio. On adore. Ouais. Alors, adore. Les jeux de plis, moi, je trouve ça génial. Je m'éclate à chaque fois. Celui-ci, il a un petit truc en plus. Déjà, ne serait-ce que par les illustrations, c'est super mignon. Ça va droit au but. C'est pas un tarabiscoté. C'est très simple. Et il y a quand même ce petit twist de je reçois ma main de 9 cartes. Je vais les diviser en 3 paquets de 3 cartes pour vraiment savoir, quel cadeau je vais vouloir gagner et je veux absolument gagner et d'autres peut-être je me dis c'est pas trop la peine suivant les cartes que j'ai. Voilà, c'est très malin, c'est très simple. Si vous aimez les jeux de plis, Candy, Spiders, Leopards, vous pouvez y aller sans aucun problème. C'est vraiment excellent. Alors Lucas qui nous dit Musoka, ils ont fait des trucs cool. Moi j'ai pas joué à celui-là, il faut y jouer mais j'ai joué au jeu des appartements qui est bien aussi. Oui, Room Share. Oui. Et celui où tu dois ramasser du riz, ça moi j'ai pas aimé. Alors celui où tu dois ramasser du riz, effectivement, j'ai pas aimé, c'est pas mon style. C'est un jeu exclusivement à 2 joueurs. Tango, un truc comme ça, je sais plus. Mais alors lui pour le coup, il est beaucoup plus pas compliqué, mais il est beaucoup plus stratégique. C'est vraiment du déplacement de jetons sur une. Enfin, c'est très très malin. Il est super le jeu, mais c'est pas. Voilà, c'est pas notre truc. Pas mon style. Moi, on n'a pas trop
trop aimé, mais je pense qu'il y a c'est pareil, hein. Oui, c'est ta cam à toi, oui. Il y a vraiment si vous aimez les jeux très stratégiques à 2 joueurs avec simplement du matériel assez qualitatif, parce que c'est vraiment des petits jetons, on va peut-être pouvoir aller regarder vite fait ça. Et je me rends compte qu'encore une fois, on est en gros plan, on s'en fiche de voir nos têtes. Donc voilà, ça c'était Candy Spiders Leopards. On peut aller voir chez Musoka. Oui, c'est vrai qu'il y a ces minimalistes, c'est hyper malin. Il a vraiment fait avec très peu de matériel un jeu hyper profond. Pour l'autre, ouais. Oui. On va aller regarder. Donc Candy Spiders Leopards, pour moi c'est un 8. Là, franchement, je l'adore. Franchement, vous pouvez y aller si vous aimez les jeux de pli. Voilà, si vous aimez pas les jeux de pli, ça risque d'être peut-être un petit peu plus compliqué. On peut aller jeter un petit coup d'œil sur Musoka Studio, voir si... voilà, c'est ça. C'est celui-ci, Tambo. Alors, il n'y a pas de photo, c'est dommage. Mais Tambo, donc, on est des riziculteurs et on va tenter donc de faire des échanges de riz. Donc on a notre petit personnage qui va tourner autour d'une petite mise en place en fait avec uniquement des jetons séparés par des rizières. Ça fait des segments. Ça fait des segments. Donc en fonction de là où je vais déplacer mon riziculteur, je vais pouvoir redéplacer d'autres objets. Enfin, je sais plus exactement. Donc c'est vraiment très cérébral. On est presque à la limite sur un jeu abstrait. C'est complètement abstrait. Très stratégique. Avec toujours une petite boîte dans le même format que Candy Spiders Leopards. Donc Tambo, voilà. Par contre, celui-ci, je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'il arrive. Certainement un petit peu plus tard dans l'année. Il me semble que c'est septembre. Je ne sais plus. Hello Hickok. Salut, coucou. Voilà, donc Candy Spiders Leopards, 8. Ah oui. Ouais. Ouais. Franchement, c'est trop moi c'est l'instant c'est celui que je préfère. Ouais. Oui, chez Musoka, oui. Ah, chez Musoka? Oui. Alors chez Musoka, j'avais beaucoup aimé Festivibes. Oui, mais je préfère Aniwa est très bien aussi. Ouais. Aniwa est très malin aussi. Moi j'aime beaucoup Split. Toi, t'aimes un peu moins. Moi, je trouve ça très rigolo, Split. C'est vraiment un truc un peu frénétique, où tu dois retrouver des formes. Voilà, c'est très drôle. Roomshare qui arrive donc, également, donc, le 26 septembre. Oui, c'est chouette. Ça, c'est très marrant. Ça, c'est malin aussi. Pareil, avec des illustrations, kawaii, hein. C'est le même illustrateur que, Happy City. Happy City. Ouais, voilà. Et donc là, on est sur un petit jeu comme ça, avec des cartes toujours dans le même format. Très rigolo, très malin. Pop également qu'on va pouvoir également vous présenter bientôt. Booba Life et Happy Corgi sont mignons. J'avais peut-être c'est plus simple. Ouais, c'est très familial. En fait. Voilà, c'est vraiment simple. C'est vraiment du très familial. C'est initiation. Hein. Ouais, voilà. Donc du coup, bon, on a peut-être un petit peu moins aimé, même si ça reste rigolo, très joli, mais c'est vraiment plus, je pense, à destination d'un jeune public ou ceux qui découvrent en tout cas le jeu de société. Allez, voici pour le deuxième très bon jeu. Alors, est-ce que tu peux mettre la Double 7, oui. J'ai mis un 8. Hein. Pardon. Candy Spiders Leopards, c'est encore un 8. Donc on est vraiment là sur deux très bons jeux. Alors est-ce que tu peux remettre le chat? Je vais juste lire ce que dit Lucas, c'est intéressant. Donc par rapport au jeu, c'est à l'endroit où tu termines ton déplacement, hein, toujours dans la rizière. Dans Tango. Voilà, tu as une action associée. Et alors si tu as plus de serpents que de riz, tu perds ton riz. Si tu as plus de riz que de serpents, toujours dans le petit segment, tu récupères l'excédent. Ouais. Et autant de serpents que de riz, tu te redéplaces et ça redéclenche des trucs. Non mais c'est chouette, hein. Ouais. Non mais en plus le matériel est fun parce que t'as tout en petit en meeple en fait en bois, aussi bien les segments donc des rizières que les jetons serpents, que les jetons blé et ton riziculteur. Ouais. Matériel, c'est vraiment super, mais c'est très stratégique. Hyper calculatoire. Moi je suis passé un peu à côté. C'était très calculatoire. C'était très trop compliqué pour moi. Mais c'est pas si facile. Non, pas facile. N'hésitez pas à mettre des petites émoticônes comme ça. Vous avez vu, j'ai mis la petite application qui permet de voir l'émoticône qui se balade. Hop là, comme celle-ci par exemple. Oh, un meeple vert. Ça sert à rien, mais j'adore. Voilà. Bon, pas trop quand même. Voilà. Et n'hésitez pas à aller mettre les émoticônes que vous avez de disponibles.
Il n'y a pas besoin d'être abonné ou quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin de payer. C'est gratos. Moi, je vous offre tous mes petites émoticônes. Voilà. Alors, 4 d'un seul coup, en fait, ça en met qu'un. Désolé, Mighty Game. Voilà. Donc ça, c'est le petit truc rigolo. Jeu suivant. Le jeu suivant. On dit ça, on rigole parce que le jeu suivant, je dis souvent le jeu suivant, mais c'est du mimétisme de Pénélope. De Pénélope Gaming qui dit elle aussi. Qui dit souvent jeu suivant. Le jeu suivant. Alors le jeu suivant. Et du coup, je dis aussi pareil. Et voilà. C'est un hommage à Pénélope Gaming. Oui. Allez, on lui fait des bisous. On lui fait des bisous. Le jeu suivant. Présage. C'est pareil, celui-ci, on l'a découvert à Cannes cette année. Il a fait quand même une belle sensation à Cannes. Il était assez attendu. Présage, donc chez Spiral Edition, un jeu de Maxime Rambourg et illustré par Ben Renaud. Alors Maxime Rambourg qu'on voit presque partout. Ouais. Et c'est à mieux, j'ai envie de dire, parce que... Oui, parce qu'il est beau. Hors sujet. Non, mais il est très gentil, il est très sympa. Ouais, non, mais c'est vrai. Et souvent, j'ai remarqué que en plus Maxime Rambourg a de très bon goût parce qu'il est souvent habillé en vert. Voilà. C'est vrai. Mais donc voilà. Et donc donc Maxime Rambourg a de très bon goût. Donc chez Spiral Edition, Présage qui est sorti à la mi-mars aux alentours de 15€. Franchement, c'est rien. Les cartes sont superbes, c'est format tarot. Elles ont toutes un espèce de... Alors c'est pas du vernis sélectif, mais en tout cas c'est des espèces de dorures. Alors je sais pas si on voit bien en tout cas sur la caméra. Tiens regarde, je me mets un peu plus en gros plan pour que tu vois. Oui. Ça brille. Donc elles ont toutes un petit vernis sélectif, mais c'est uniquement les dorures en fait qui brillent. Donc dans Présage, ça se joue principalement à 4 joueurs. On va dire que ça peut se jouer à un autre nombre par équipe, mais principalement, on va dire que ça se joue à 4 joueurs. Alors, c'est pareil, c'est également un jeu de pli, on va dire, sauf que on va pas suivre à la couleur. C'est tout simplement la plus forte valeur qui a joué, qui va remporter le pli. Parce que c'est aussi un jeu de défausse. C'est également un jeu de défausse, effectivement. Le joueur-joueuse qui a mis la carte de plus forte valeur va pouvoir défausser sa carte. D'accord ? Les autres joueurs vont récupérer leur carte en main. À moins que, effectivement, les effets des cartes, puisque toutes les cartes ont toutes un effet bien spécifique, elles sont toutes différentes, donc ces cartes-là vont avoir un petit effet particulier qui va dire, je prends un exemple, si c'est la seule carte jaune, elle est défaussée, même si c'est une carte de plus faible valeur, on s'en fiche. Là, je prends la première, la rouge, qui nous dit, par exemple, l'automne, défausser cette carte si c'est la seule carte rouge en jeu. C'est un 19, mais si il y a un 30, par exemple, qui a été joué, le 30 va être défaussé, puisque c'est la plus grande valeur, par exemple, dans le jeu, mais également celle-ci, en respectant la contrainte, évidemment, si c'est la seule carte rouge. Évidemment. Par exemple, celle-ci, une carte verte, le 8, qui nous dit, la mort, défausser la carte verte de plus faible valeur. Donc tout autant, c'est peut-être le 8, mais ça peut être une autre carte verte de plus forte valeur. On voit par exemple le 7 vert également. Donc si ces deux cartes avaient été jouées, ça serait le 7 qui serait défaussé. Oui, donc faut essayer soit toi-même de défausser, enfin de gagner le pli. Pour pouvoir te défausser de la carte. Voilà. Ou alors vraiment aider ton coéquipier. Effectivement, puisque c'est un jeu. Débarrasser de sa carte. C'est un jeu qui se joue en équipe de 2, en coop. Donc les deux équipiers se mettent l'un en face de l'autre. En fait, on va jouer en croisée. Donc les cartes que je ne vais pas pouvoir me défausser parce que je n'ai pas remporté le pli, je vais les récupérer dans ma main. Et donc en fait, ça va donner des indications sur les cartes que j'ai en main à mon coéquipier, mais également à mon adversaire. On va pouvoir se les échanger. Donc il y a des cartes qui font des échanges, etc., etc. Donc il va falloir essayer de voir un petit peu ce qui va pouvoir arranger mon coéquipier et désavantager mes adversaires. Donc c'est un jeu de pli de défausse en équipe coop. Pareil, qui se joue assez simplement parce que les effets de cartes, vous l'avez vu sur certaines cartes. C'est très simple à comprendre. Oui, c'est très simple, c'est pas compliqué du tout. On est sur un jeu à partir de 8 ans, donc familial. 8 ans quand même, je trouve que
C'est peut-être un je peu mettrais juste. Hein. 10, hein. 10 Exactement. plus, J'aurais dit Ouais. également 10+, même si ça reste accessible. Il faut quand même que... Oui, comprendre les interactions, les effets d'une Ex- carte par rapport aux autres. Exactement. Ouais. Voilà. Ouais. Donc voilà, bon, on peut montrer quelques petites photos. Bah, c'est très joli. C'est très beau, hein. Ouais. Ouais. Et donc en fait, Présage, eh bien vous pouvez également vous en servir comme un jeu d'oracle. Puisque on retrouve, si vous connaissez les oracles, on retrouve donc les cartes d'un oracle classique. Donc vous pouvez également vous en servir d'oracle. Voilà. Donc ça c'était Présage chez Spiral Edition, un jeu de Maxime Rambourg et illustré par Ben Renaud. Très chouette. Très chouette. Très bonne sensation. Ouais. C'est plutôt pas mal. Je vais lui mettre un 7. Oui. Voilà. Alors on a joué que dans la configuration à 4, c'est-à-dire 2 équipes de 2. Ça peut se jouer jusqu'à 6 joueurs, c'est-à-dire qu'il y aura 3 équipes de 2. Oui. On reste sur la même mécanique de 3 équipes de 2 joueurs qui vont tenter tout simplement de défausser leur main de cartes. Le premier qui arrive à défausser sa main entièrement, ou s'il reste une seule carte, l'équipe donc remporte la manche, et ça se joue en 2 manches gagnantes. Voilà. Donc Présage, un petit jeu qui mélange le pli, la défausse, la gestion de main, on le voit ici. Très beau, avec des cartes grand format, de bonne qualité. Voilà pour Présage. Hop, je me remets là, voir. Non, je dis pas prochain jeu. Le jeu suivant. Ah. Le prochain jeu. L'art de la boursicocotte. Alors celui-ci, Anto, je vais te laisser en parler. Alors, je vais juste faire la petite présentation. Il se joue de 3 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Moi, j'ai l'impression que la partie, elle a été interminable. Il est sorti le fin du mois de mars aux alentours de 14 €. C'est pas très cher. L'éditeur Servansburger, on n'a aucune info sur MyLudo de l'auteur et de l'illustrateur. Ah mince. Ouais. Bon, on regardera ça plus tard. Je mettrai la fiche MyLudo à jour. L'art de la boursicocotte. Donc c'est tout simplement en fait, on va boursicoter. Oui, c'est un jeu d'enchères. C'est un jeu d'enchères. Tout simplement. Exactement. Alors, avec le petit marteau adjugé vendu. Mais en fait, le jeu, on ne l'aime que pour ses illustrations. Non, parce que c'est quand même incroyable. Non, mais regardez-moi ces magnifiques pastiches d'œuvres d'art. C'est quand même de la folie. Il y a un gros reflet. On ne voit rien. On le voit pas. Regardez cette Vénus de Milo. La fabuleuse Vénus de Milo. Donc nous, on y a joué, on a essayé de retrouver, de les renommer en fait. Mais on a fait que ça. La brebis de Milo. Voilà. Elle n'est pas à poil, mais elle est à laine. Ah bah oui. Ben oui. Ah oui. Eh ben oui. La genoix à la perle. Voilà, qui fait la tronche. Hein. Oui. Voilà. Allez, une dernière, mais il y en a d'autres. Alors celui-ci, on l'a baptisé... Hop là, on est tout flou. Celle-ci, on l'a baptisé le WAF. Et oui. Par rapport au cri de... C'est le cri. Ouais, de Munch. Bon, on l'a baptisé le WAF. Voilà, donc en fait, à notre tour, en tant que joueur actif... Il y a la Meconde aussi. Oui, on montrera pas la Meconde. On montre pas la Meconde. À vous d'aller la chercher. En même temps, c'est celle qui a sur l'illustration. Hein. Voilà. Donc... Voilà, à notre tour, en tant que joueur actif, on pourra proposer aux enchères donc deux magnifiques toiles. Qu'on va mettre sur les tableaux. Donc aux autres joueurs, bien sûr, à renchérir. Hein, avec un petit pécule qu'on a au début de partie. Il n'y a pas d'ordre de tour, hein, c'est-à-dire qu'il y a un joueur actif qui va donc prendre le marteau. Alors faire monter les enchères. Qui va proposer donc 2 œuvres aux enchères. Les enchères vont concerner en fait les 2... Hello Serval. Salut, bienvenue. Donc le joueur actif, celui qui a le marteau, va proposer donc 2 œuvres d'art aux enchères. Et tous les autres joueurs, il n'y a pas d'ordre du tour, vont également donc faire des enchères, des propositions. Oui. Donc le but du jeu, c'est de ramasser des sous pour finalement, quand il y aura d'autres enchères, pouvoir récupérer d'autres cartes. Voilà. Finalement, quand on a une famille de 3 cartes, celles-là, on pourra pas se les faire prendre parce qu'il y a
Il y a une phase aussi de marchandage. Exactement. C'est-à-dire que le joueur actif, au lieu de proposer des œuvres d'art à la vente, il va aller voir un autre joueur pour bien marchander avec lui une œuvre qu'il aura déjà précédemment et là, on peut acquise. se faire avoir, en fait. Parce que Et là, on peut se faire avoir, effectivement, puisque ce sont des propositions face cachée, d'argent. Donc, on ne sait pas exactement ce que l'autre va nous proposer. Donc, on a plus nous, de sous. on peut contre-marchander, donc proposer, et tout ça se fait face cachée. Voilà. Il y a des petits droits de préemption, si voilà, c'est rigolo, voilà. Bon. Il y a des petits trucs en plus, mais bon, voilà quoi. Il faut aimer les jeux d'enchères. Hein. Oui. Voilà, moi c'est pas une mécanique que j'apprécie particulièrement. Non, moi non plus. Et bon, on a rigolé. C'est fun. Oui, on a rigolé parce que les illustrations sont drôles, sont fun. Comme je vous disais, toutes les œuvres qu'on voyait, eh bien, on les a rebaptisées en fait en fonction de l'œuvre originale. Voilà, on les et décrivait un peu, on essayait de faire monter les enchères. Voilà. Donc à partir du moment où tu as 3 œuvres identiques, en sachant que dans chaque œuvre il n'y en a que 3 cartes qui dans tout le paquet. Donc à partir du moment où tu arrives à collecter, à acheter en tout cas les 3 sont validés. Oui, en tout cas, donc on ne pourra plus te les racheter. Ouais. Et tout simplement les 3 cartes que tu as, si par exemple tu as les 3 cartes, hop là, je la remontre, les 3 cartes du WAF, eh bien à la fin de la partie tu auras 160 points. Puisque c'est la valeur d'un tableau. Oui, en sachant multiplié par le nombre de familles. Multiplié par le nombre de familles que tu auras. Donc après, vous voyez, je me suis fait laminer. Les heures, en fait, elles ont différents prix. Voilà. Donc ça va être différent scoring en fonction des trucs. J'étais très très mauvais. Moi aussi. Ah oui. Oui. Non, bah après voilà, on n'a pas plus accroché que ça. C'est pas notre style parce qu'on n'est pas spécialement branché sur les jeux d'enchères. Mais si vous aimez ça, je pense que ça peut être Oui, fun parce que c'est voilà, il faut le prendre un petit peu à la rigolade. On a quand même passé un bon moment. Oui. C'était pas non plus. Voilà. Bon, c'était drôle, mais c'est pas notre style. Et encore une fois, on est en plein sur notre tronche en gros plan dont tout le monde se fout. Ah bon? Ben oui, c'est ça que les gens veulent voir. Ils veulent voir le jeu, ils veulent pas voir bien ma tête. sûr. Alors, Boursicocotte, je suis embêté parce que moi j'aime pas mettre des mauvaises notes. Non, à mais part si j'ai vraiment détesté le jeu. Tu peux mettre 5. À part si j'ai vraiment détesté le jeu, où là, oui, je mets des mauvaises notes. Mais là, c'est pas, voilà. Donc, je mets 5, comme ça, voilà, c'est la moyenne. C'est pas mauvais, mais c'est pas bien. Oui, puis je sais que Ludo X, il a beaucoup aimé. Oui, c'est exact, ouais. Ouais. Voilà, donc bon. Ben nous, c'est nous, hein. C'est pas notre style. Voilà. J'en ferai quand même une review, moi, parce que j'ai bien aimé les illustrations. Oui. C'est très drôle. Non, mais on y rejouera. Oui. Il faut qu'on y rejoue. Là, on y a joué à 4. Bon. À voir. On y rejouera. On va changer totalement, mais totalement d'univers. Donc après l'art de la boursicocotte, où on est dans des illustrations, des pastiches drôles, avec des célèbres œuvres d'art, avec des animaux, on change effectivement totalement d'univers avec Horror à Arkham, Lovecraft Letter. Alors c'est quoi? C'est tout simplement une réédition de Love Letter, mais à la sauce Cthulhu. Oui, à la sauce Lovecraft. Voilà. Voilà, dans l'univers de Lovecraft. Dans l'univers de Lovecraft. Avec nos personnages préférés. Voilà. Aux tentacules si célèbres. Alors, on a peur. Moi, je suis pas lecteur de Lovecraft. Toi, je sais que t'adores ça. Oui, moi j'adore Lovecraft. Lovecraft, toi tu adores tout ce qui est un petit peu. C'est pas du fantasy, mais c'est du. C'est du fantastique. Fantastique. Oui, voilà. parce que tu as peur. Parce qu'on a peur. Ouais. Donc Horror Arkham, hein, c'est également une grande licence de jeux de société de JCE et jeux de cartes, de plateau. Et donc ils nous sortent, ça fait un petit moment hein, qu'il existe ce jeu-là, en fait, en tout cas au Japon, puisque l'auteur c'est toujours Senji Kanai, donc l'auteur de Love Letter de base, il en existe. Il en pas mal plein, ouais. De Love Letter qui est on va dire un essentiel d'une collection de jeux. On adore le Love Letter de base, Letter. il est génial. Récemment il y a eu le Love Letter Bridgestone qui propose toujours la même mécanique avec toujours des petits twists différents. Il y a eu le Love Letter
Princess, qui était très joliment illustré aussi, basé sur une série, une œuvre, comment on dit, pas une bande dessinée, pas un manga, un roman graphique. Un roman graphique, oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? Oh, il y en a eu plein. Le Love Letter Marvel, oui, qui est peut-être un petit peu moins bien. Ah oui, Star Wars aussi. Star Wars, exact, Nous oui. dit Dolmore. Exactement, oui. Il y a eu le Love Letter Star Wars. Oui, bon, oui. Et bien maintenant on a droit à Love Letter, Lovecraft Letter, oui. qui est très bon. Oui, très bien. Et comme le dit Dolmore, il doit y avoir des règles supplémentaires. Oui, il y a des règles supplémentaires. À chaque jeu de réédition de Love Letter, il y a toujours quelque chose qui change. Oui. Il y a toujours... Là, il y a pas mal de changements. Il y a toujours... oui. Je trouve dans les pouvoirs... Alors, oui. Love Letter, vous connaissez peut-être le principe, c'est ultra simple. Vous recevez une carte et à votre tour, vous piochez une carte. Donc vous vous retrouvez avec 2 cartes en main. Vous allez tout simplement en jouer une, appliquer l'effet. Et survivre jusqu'au bout de la manche. C'est tout. Mais évidemment, c'est pas aussi simple que ça, c'est-à-dire que toutes les cartes que vous allez jouer, elles vont avoir un effet. Donc quand vous allez jouer une carte, eh bien tout simplement, vous allez appliquer l'effet de la carte. Jusqu'à présent, dans les Love Letter, les cartes n'avaient que un seul effet. Oui. Eh bien, dans Love Letter, enfin Lovecraft Letter, les cartes ont maintenant, sur certaines cartes, elles vont avoir 2 effets. Un double effet qui se coule. Exactement. Si vous êtes sain d'esprit, alors tu nous parles un petit peu peut-être de l'univers de Cthulhu, pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance, pourquoi les cartes sont telles qu'elles sont. Mais parce que à force de fréquenter les forces du mal, on peut devenir fou à notre tour. Hein. Ouais. Tout simplement sombrer dans la folie. Exactement, c'est donc vraiment dans l'univers de Cthulhu et on est vraiment sur cette mécanique-là de double jeu. Alors, on est en début de partie, on est tous sains d'esprit. Donc tout va bien, on va jouer nos cartes. Si par exemple je prends une carte investigateur, donc ça c'est la carte numéro 1. Dans le Love Letter classique, c'est le garde. J'applique son effet. Son effet, c'est exactement le même, donc vous n'allez pas être dépaysé. Si je joue un 1, je vais tenter de deviner le numéro de carte d'un de mes adversaires, sauf le 1. Voilà, le garde, ah ben tiens, est-ce que tu as une carte de valeur 4 ? Oui, ça c'est le classique de Love Letter. C'est le classique en fait de ça. Avec le garde. Et bien donc là, les investigateurs, ce sont les gardes, ils ont exactement le même effet. Ça, c'est une carte Arkham. Donc, on est sain d'esprit. À partir du moment où on va jouer une carte de l'autre monde, cette carte-là, on le reconnaît grâce aux cartouches qu'on voit ici, là. Donc, vous voyez la différence entre un 1 sain d'esprit, les investigateurs, et le 1 fou. Donc là, au lieu d'être des investigateurs, on est des cultistes, hein, voilà, donc qui célèbrent et qui vouent un culte à Cthulhu. Donc là, on se retrouve avec un choix. On va pouvoir faire l'effet sain, c'est-à-dire le même que le garde, enfin en tout cas pour les investigateurs, classique, essayer de deviner la carte d'un de ses adversaires. Mais là, on va pouvoir également faire l'effet fou. Et là, celui-ci, c'est je vais pouvoir désigner un joueur et lui demander si lui aussi c'est un cultiste. C'est-à-dire s'il a un 1, alors que normalement, on n'a pas le droit de désigner un autre. En fait, c'est des effets extrêmement puissants. Ils sont beaucoup plus puissants parce que là, en tout cas, je vous montre juste pour le cultiste. On a accès en fait à des pouvoirs, voilà, occultes beaucoup plus puissants. Voilà, Sauf que maintenant, on est fou. On est fou. Donc là, juste pour terminer, l'effet du cultiste, l'effet fou, c'est-à-dire que je peux désigner un adversaire, lui demander si lui aussi c'est un cultiste. S'il nous répond non, eh bien, on a le droit de refaire une proposition. Eh bien, est-ce que tu es un autre personnage d'une autre valeur? Voilà. Ça fait un petit effet encore un petit peu plus fort. C'est très dangereux. C'est très dangereux parce que, en fait, à chaque fois que vous allez avoir une carte fou, de l'autre monde en tout cas, que vous décidez de la jouer, eh bien, vous ajoutez vous ajoutez la carte, donc, comme d'habitude, à votre défausse, seulement, quand ça va revenir à votre tour de jeu, il va falloir que vous piochez la première carte du paquet, non pas pour l'ajouter à votre même, mais pour la révéler. Si cette carte-là est une carte sain d'esprit, donc une carte de Arkham, vous êtes sauf, c'est bon, vous pouvez continuer à jouer. Par contre,
si vous révélez une carte de l'autre monde, eh bien vous perdez immédiatement la manche. C'est-à-dire que si vous avez une carte de l'autre monde devant vous, vous allez devoir piocher une carte. Si vous en avez 2 cartes de l'autre monde, vous allez devoir, en début de partie, de votre tour plutôt, piocher non pas une carte, mais 2 cartes. Donc c'est vraiment très très dangereux. Mais autant vous dire que c'est à utiliser avec parcimonie. Oui, mais en même temps, des fois, on n'a pas le choix. Et ça permet vraiment de faire des effets encore plus puissants que les effets de base d'un love letter classique, en fait. Hein, voilà. Voilà, bon, c'est très très punitif. Hein. Ah oui, si tu pioches une carte et que c'est une carte de l'autre monde, tu dégages. Ouais. Direct. Donc voilà, vous avez toujours avec l'aide de jeu qui est recto verso, avec les effets sains et les effets fous. Donc toutes les cartes de l'autre monde. Oui, pardon, je te coupe, mais nous on est bon public, voilà, des love letters. Ah ouais, moi j'adore love letter. Peu importe le thème, on aime. Ouais. Il y a que le love letter Marvel où j'avais peut-être un petit peu moins aimé. Un peu moins aimé. Le Star Wars est très bien parce qu'on a des espèces de petits objectifs. Le love letter princesse, il est rigolo parce que déjà il est très joli. Oui. Et il y a cet effet de 2 princesses en fait, donc qui peuvent remporter la manche si on a les 2 princesses ou si un autre a également. Non, c'est vraiment bien. Et là voilà, il y a ce double effet sur les cartes qui peut être très bénéfique mais qui est également très très dangereux. Pour remporter la partie, la manche en tout cas, il faut être donc le dernier comme d'habitude en liste. Pour remporter la partie, il faut gagner 3 jetons. Il faut gagner donc seulement 2 jetons Saint d'Esprit ou alors 3 jetons fous. Ou c'est l'inverse, je sais plus. Mais il y a une autre condition, voilà. C'est beaucoup plus compliqué de rester sain tout au long de la partie, en tout cas de la manche, voilà. Donc toujours pareil. Alors, c'est pas un sac en velours, c'est un sac qui est un petit peu... Enfin, il est un petit peu en velours toile, mais c'est pas un sac comme on a l'habitude de les avoir dans le Love Letter. Mais on reste sur le format avec le petit sac. Mais celui-ci, il est dans cette boîte-là, en fait. Bah, tout simplement parce que c'est le livre, quoi. C'est Lovecraft. Oui, voilà. C'est le livre. Donc super. Ouais, donc si vous aimez Love Letter, si vous aimez renouveler le truc, eh bien, sans avoir à rajouter les extensions dans Love Letter, eh bien, vous pouvez aller un petit peu plus loin avec Lovecraft Letter Horreur à Arkham. Il retravaille toujours un peu les licences, c'est bien. Oui, c'est toujours un petit peu... ça reste vraiment la mécanique de base, c'est-à-dire que j'ai une carte, je pioche une carte et je joue une carte, mais avec des trucs en plus. Alors, Dolmore, coucou, salut. Tu nous dis, j'ai vu que le Love Letter sur BGA a été retiré temporairement à cause d'un souci de droit. Oui, j'imagine. Par contre, Love Letter, ça fait un moment. Oui, mais comme ils adaptent des choses qui sont pas libres de droit, sur BGA, ça doit poser souci. Oui, mais le Love Letter classique. Oui, mais c'est peut-être le Love Letter... Je sais pas. Ah, peut-être. Ok. Moi, je me souviens d'une partie de Love Letter que j'ai fait... Oh oui, là. que j'ai fait en direct avec je ne sais plus qui, on était en live, mais pas sur ma chaîne. Plus longue du monde. La partie la plus longue du monde, parce qu'il nous avait mis en... tous les personnages du Love Letter, toutes les extensions. Donc il y en a plein que je connaissais pas. Donc les autres joueurs ne connaissaient pas. C'était un enfer. La partie, elle a duré, je sais pas combien de temps. Mais bon. C'est l'horreur à Arkham. Horreur à Arkham, mais c'était avec le Love Letter de base. Horreur à Arkham, Lovecraft Letter. Je vais lui mettre 6. Oui. Voilà. Il est sorti donc le 14 mars aux alentours de 13,50 €. C'est distribué par Asmodée en français, c'est toujours Z-Man Game pour l'éditeur original. C'est un jeu donc de Senji Kanai. C'est dommage que nous n'avons pas les illustrations encore. Voilà, bah c'est pareil, je regarderai ça pour mettre la fiche MyLudo à jour. Allez, revenons un petit peu. On va peut-être même rester dans la même époque, je pense. Ah oui. On est un petit peu dans la même époque. Dans les années 20. Dans les années 20. Alors là, Horreur à Arkham, on est dans le... c'est quoi la région c'est le Nouvelle-Orléans. Non. C'est pas la Nouvelle-Orléans. Oui, enfin Lovecraft, on va dire qu'en gros, c'est quand même l'univers du nord-est des États-Unis, pardon, on y reste. Donc là, oui, on y reste puisqu'on va aller à New York. Oui. Et plus exactement, on va à Manhattan.
Flatiron. Et non pas Flatiron. C'est Flatiron. Vous connaissez tous, je pense, ce célèbre building, même si vous ne le connaissez pas, si vous ne savez pas qu'il s'appelle le Flatiron, vous l'avez probablement déjà vu, ne serait-ce que dans des célèbres grands clichés photographiques des années 20, mais également dans pas mal de films, notamment John Wick. C'est très télégénique. Hein. Oui. C'est ce célèbre bâtiment à Manhattan qui est en forme de fer à repasser. Vous voyez, avec cette entrée très très étroite sur le bâtiment, donc au croisement de 4 avenues, donc 4 rues, la 22e, la 23e, Broadway et la 5e avenue. Voilà. Je le sais pas par cœur, tout simplement parce que c'est indiqué sur le plateau de jeu. C'est du placement d'ouvriers qui se joue uniquement à 2 joueurs. Il y a même un mode solo, je ne savais pas. Donc 1 ou 2 joueurs à partir de 2 ans, des parties d'environ 45 minutes, dans lequel on va donc placement d'ouvriers, gestion de ressources, on va dire un petit peu aussi, et construction au fur et à mesure de ce célèbre immeuble, building, qui est le Flatiron. Donc on est toujours à Manhattan, enfin on est toujours aux États-Unis dans cette même époque, un petit peu. Dans les années 20. Dans les années 20 où le bâtiment a été construit. On va peut-être mettre c'est le dos de boîte, c'est en bien, fait. là. Oui. Donc les joueurs vont s'affronter, on va dire. C'est un contre un. Un contre un. On a chacun un plateau de jeu, comme ceci là. On peut le jouer de façon symétrique ou asymétrique. Mmh. Si vous êtes un joueur un petit peu initié, vous pouvez aller direct sur le côté asymétrique, ça pose pas de problème. Dans lequel on va avoir donc sur chaque rue, en fait, les 4 parties du plateau perso sont les rues qu'on retrouve autour du plateau central. Je vais positionner mon personnage qu'on voit ici, soit le vert, soit le violet, sur une des 4 rues pour faire soit l'action, donc c'est-à-dire si je me mets ici sur Broadway, eh bien je vais faire l'action de Broadway sur mon plateau perso. Ou alors je peux acheter la carte qui est ici. C'est-à-dire que là, c'est une carte qui irait sur la 23e rue. C'est-à-dire que je vais la placer ici. Les cartes vont... je crois qu'elles coûtent toutes 2 dollars. Oui, il y en a des plus ou moins chers. Voilà. 1, 2, 3 dollars. Et ce qui va nous permettre en fait d'améliorer nos actions. C'est-à-dire que cette carte-là, je vais l'acheter, hop, je vais la positionner ici. La prochaine fois que je vais faire l'action de la 23e rue, eh bien, je vais faire donc cette action, et je vais pouvoir faire également cette action. D'accord? Donc c'est un espèce de d'engine building en fait, où on va au fur et à mesure construire le bâtiment, mais également on va améliorer nos actions. C'est ça. Bon, les actions, c'est les actions de construction. Hein. Effectivement, je vais pouvoir donc acheter des piliers. Les piliers, ce sont les jetons qu'on voit ici. Là, il existe donc de 4 couleurs, du blanc, du vert, du marron et du orange. Je vais pouvoir donc acheter des piliers. Je vais pouvoir également les revendre pour avoir de l'argent. Je vais donc avoir des actions de pouvoir placer un pilier, c'est-à-dire que je vais mettre un pilier sur un étage. Je vais pouvoir en placer également 2. Et je vais pouvoir également placer un étage. C'est-à-dire que si les 3 piliers de l'immeuble sont positionnés, je vais pouvoir placer un étage. Forcément, plus je vais placer de piliers, plus je vais avoir de points. Si je place un étage, je vais avoir encore plus de points. Un maximum de points. Ouais. Donc au fur et à mesure, voilà, on va construire notre immeuble. C'est pas du tout coop, c'est clairement du compétitif et on va marquer des points tout au long de la partie en fonction de ce que je vais acheter, de ce que je vais vendre, ce que je vais positionner et donc de toutes les actions que je vais pouvoir acquérir au fur et à mesure de la partie et donc améliorer mon plateau perso. Voilà. Bon, il y a un autre lieu, le City Hall, où on peut faire d'autres petites actions, mais voilà, les actions principales, c'est quand même son plateau personnel. Après, on peut aller donc récupérer des cartes. On peut récupérer aussi des cartes au niveau du City Hall. Là, ça sera des cartes de scoring. Fin de partie. Voilà, de fin de partie. Exactement. Donc, c'est magnifique, parce que déjà, c'est du Weberson Santiago. Oui, moi, c'est très beau. Voilà, j'aime beaucoup cet illustrateur. Surtout la couverture. Oui, surtout la couverture. Après, le matériel du jeu, bon, c'est vrai que c'est très très graphique en fait. Oui. Voilà.
C'est un jeu de Israël Sendrero et Sheila Santos. C'est édité par Ludonova, distribué par Asmodée. Il sort à la fin de cette semaine, donc le 11 avril, aux alentours de 25 €. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Et moi, j'ai moins aimé. Voilà. Alors... Voilà, deux sensibilités. En fait, j'ai pas aimé parce que je me suis fait carrément rouler dessus. Tu m'as foutu une branlée mémorable. C'est-à-dire que j'ai rien vu venir. Voilà. Et je suis pas le seul parce que Nancy et Julien, donc Ninja Dice et Julien et Phoenix, ils ont fait une partie. Et Julien m'a dit exactement la même chose. Il a eu exactement le même ressenti que moi. C'est-à-dire que Nancy, eh bien, elle lui a roulé dessus et il n'a pas pu revenir dans le score, en fait. C'est-à-dire que si tu prends trop d'avance et si l'autre joueur ne fait pas les bonnes actions parce que il est pas, voilà, on a mal joué, hein, tout simplement. Ou par manque de chance, t'as pas les cartes que tu veux au bon moment. Il te manque juste $1 pour faire une action. Enfin, il suffit que l'autre joueur prend un peu trop d'avance, 2 ou 3 tours, eh bien c'est foutu. Oui, il faut optimiser à fond, en fait. Il faut essayer d'optimiser. Parce que ça va très vite. Et si ça marche pas, et si ton adversaire prend trop d'avance, c'est impossible à rattraper. Tu m'as mis carrément le plus du double de points. Donc voilà. Ça a été très très rapide en fait, hein, parce que je l'ai su, hein, dès peut-être pas à partir du 4e tour, je pense que je savais que je pourrais pas remonter en fait. Il avait créé un moteur. Un moteur performant. Moi, je pensais que j'avais un moteur qui allait bien, mais j'ai fait une erreur en début de partie puisque je me suis trompé. Vous voyez en fait, quand je vous disais, vous placez votre meeple pour aller dans une rue. Là, si je me mets ici, je vais à Broadway, je vais acheter une carte qui est ici. Mais la carte que j'achète, je vais pas la mettre sur Broadway. Non. Je vais la mettre en fonction de ce qu'il y a là. Donc toutes les cartes sont différentes. Donc là, cette carte que je vais acheter à Broadway, je vais pas la mettre à Broadway, je vais la mettre sur la 23e rue. Oui, je vais la mettre ici. Et je me suis trompé en fait. Pour moi, quand je vais à un endroit, j'achète pour mettre à l'endroit où je suis. C'est-à-dire que pour moi, je vais à Broadway, j'achète une carte pour la mettre dans mon action de Broadway. Et plusieurs fois, 2 fois maxi, je pense, je me suis trompé. Donc du coup, tu as rechangé, c'était moins optimisé. Et ça pétait mon jeu en fait. Du coup, j'ai pas optimisé comme il faut. Donc je me suis planté, et voilà. Mais comme je suis un gros rageux et un gros râleur, voilà. Bon, on y rejouera. Oui, c'est parce sûr. que c'est vraiment bien. Voilà. Bon, moi j'ai subi ma partie parce que au bout du 4e tour, je savais que c'était perdu, j'arriverais pas à revenir dans le score. Mais oui, il faut se faire un petit moteur d'argent, et puis il faut vraiment avoir des chouettes actions en fait de construction. Voilà, qui te coûtent moins que les actions de base. Et là, ça roule en fait, ça roule parce que t'as tes actions que tu peux modifier, donc en fait, ça va bonifier tes actions, soit en faisant des actions qui te coûteront moins cher, soit en payant moins cher les piliers, parce que tu dois payer tout, hein. Toutes tes actions, tu dois les payer, il y a rien de gratuit, mais tu vas pouvoir les améliorer en faisant une réduction, en fait. Oui. Et non, moi j'ai beaucoup aimé. Moi j'ai trouvé ça fluide, plaisant. Faire son petit moteur qui marche bien. On se coince pas trop. Alors, on se coince un petit peu quand même parce que on a cette notion de si je me mets sur une rue, mon adversaire ne va pas pouvoir y aller. Voilà. Donc il faut attendre un tour qu'il se déplace pour pouvoir s'y remettre. Donc bon, des fois on se bloque un petit peu, mais ça va. L'interaction est présente, mais c'est pas trop bloquant. Non. Mais bon, ça suffit pour départager, mais totalement la partie. 25 €, c'est pas si cher que ça, je trouve, quand même, pour un beau jeu avec du beau matériel. Il y a pas mal de cartes, il y a pas mal de jetons, il y a tous ces piliers qui sont assez gros. Et donc, évidemment, vous avez peut-être bien compris et vous avez peut-être vu, au fur et à mesure, en fait, de la partie, on va physiquement monter chouette. notre bâtiment, le Flatiron, en 3D en fait, puisqu'on va poser donc les piliers. À chaque fois qu'il y a 3 piliers, on va mettre un étage supplémentaire. Donc on va construire comme ça. On n'a pas eu d'accident, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait tout valdinguer en faisant un faux mouvement. Une fois, il y en a un qui a glissé, donc voilà. Bon, mais c'était juste un étage. Ça, je pense que ça peut facilement arriver. Vite arriver. Alors, je vais mettre un 6 pour l'instant. C'est pas mal. C'est pas mal, parce que ça tiendrait qu'à moi.
je l'aurais noté juste après ma partie, j'aurais mis un 0. On peut pas mettre 0 dans My Ludo, on peut mettre que 1 la Je première. rêve. Mais voilà. Donc je vais mettre 6 parce que je sens bien qu'il y a quand même Mais oui. il y a quand même du potentiel, tu vois, pour vraiment apprécier ces parties. De toute façon, toi, tu as beaucoup aimé. Donc voilà. À y rejouer. On verra si ça me refait le même effet, c'est-à-dire que il y a vraiment un espèce de déséquilibre et que si jamais il y a un joueur qui prend trop d'avance, l'autre joueur ne peut pas revenir, c'est qu'il y a des équilibres. Peut-être. Et du coup, voilà. En tout cas, sur cette partie qu'on a faite, c'est ce que j'ai ressenti. Bon. Ça reste un très beau jeu. C'est du Flatiron, c'est du Weberson Santiago. Donc, rien que pour ça, le jeu, il mérite toute sa place dans ma ludothèque derrière. Hop, je regarde un petit peu. Donc, on lui a mis la note de 6. Un autre 6 peut-être. Un autre 6 peut-être. On va revenir en France. Dans un petit village d'irréductibles chez les Gaulois avec Astérix et compagnie. Donc celui-ci sort à la fin du mois d'avril aux alentours de 20 €. C'est Matago qui nous propose ça. L'éditeur c'est No Loading Game. C'est un jeu de François Rouzet et Jean-Marc Tribé. Il n'y a pas les illustrations puisque ce sont les illustrations en fait de la célèbre BD Astérix et Obélix. Voilà, toute notre enfance. Hein. Toute notre enfance, mais ça continue. Hein, de toute façon, oui. les BD et on connaît également donc les films, mais également les dessins animés. Moi, quand j'étais gamin, j'adorais les dessins animés en plus de la BD. Excellent. Donc après, il y a les films avec français hein, qui sont quand même très drôles. Oui, avec Alain Chabat. Avec Alain Chabat, chouette, hein. Ouais, ils sont quand même plutôt bien réussis. Je trouve que voilà, c'est très drôle. Il y a une grande scène culte vous savez, si je devais résumer ma vie, etc., etc. C'est une célèbre phrase culte d'Astérix et Obélix. Je ne sais plus. Je crois que c'est dans Astérix et Cléopâtre. Ouais, je crois que c'est celui-là. Bref. Là, on est sur un jeu de société très familial, c'est ce jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 45 minutes, dans lequel les joueurs vont s'affronter sur des territoires pour les remporter tout simplement. Les territoires, c'est quoi ? Eh bien, ce sont les albums, tout simplement. Ce sont les albums des BD qui vont être mises entre chaque joueur. Chaque joueur va avoir entre son joueur de gauche et le joueur de droite vont avoir donc les terrains en fait qui sont donc les BD. Je vais peut-être me mettre en caméra comme ça qu'on voit un petit peu plus en gros plan. Donc chaque joueur va avoir une carte entre chaque adversaire. À 2, ça passe aussi très bien. Seulement, on va avoir un côté bleu et un côté rouge puisque on va jouer des cartes qui sont donc des cartes bleues et rouge. Les bleus, vous vous doutez bien que ce sont les Gaulois. Je vous montre par exemple celle-ci, Astérix. Et les rouges, eh bien ce sont les Romains. Donc, si j'ai ça, hop là, comme ça, entre mes adversaires, eh bien les Gaulois, je vais les jouer ici, puisque c'est bleu, et les Romains, je vais les jouer ici. Le but étant de créer, on va dire, une majorité, puisque toutes les cartes, elles ont des valeurs. Par exemple, celui-ci, ce Romain, il a une valeur de 4. Voilà, à partir de 15... À partir de 15, d'une valeur de 15, je vais remporter le territoire, et donc je vais gagner l'album, ce qui me fera 15 points. Oui. À partir de 50, c'est gagné. Voilà. Mais c'est pas aussi simple que ça. Ça reste très simple. Hein. Il y a plein de pouvoirs. Mais il y a plein de petits pouvoirs. Moi, j'aime bien ça. C'est-à-dire que, par exemple, celui-ci, un effet tout à fait simple, Caius Bonus, eh bien, ça va me permettre de piocher une carte. Celui-ci, Obélix, donc, une action, c'est une contrainte. Il ne va pas pouvoir recevoir de bonus potion.
puisqu'il y a des petits jetons. Des petits jetons. Des petits jetons Ouais. comme ça bonus qui vont permettre de doubler les Bien points. embêter les autres. Doubler les points des cartes si jamais c'est une carte de potion magique. Ouais. Le sanglier, ça va permettre de revigorer Quelqu'un qui est KO. quelqu'un qui serait KO. Mhm. On peut mettre des personnages KO On peut mettre une baffe avec du poisson. et avec C'est la base. voilà, avec le poisson pas frais. Quoi, mon poisson, il est pas frais. Bim. Tu mets un jeton poisson pas frais sur un adversaire Il est KO. et du coup, il est KO. Voilà. Mm. Donc voilà, il y a plein de cartes avec toujours des effets. Prenez un casque, c'est-à-dire que c'est des casques qui sont des points supplémentaires. Et il y a également des cartes violettes. Ces cartes violettes, elles ne sont ni gaulois ni romains. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les jouer aussi bien du côté bleu que sur le côté rouge. Voilà, tout simplement. Le premier joueur qui arrive à 15 points sur un côté de son plateau, hein, donc là, moi, je vais jouer ici, et l'autre joueur va jouer, en fait, de ce côté-là. Donc, moi, je vais pouvoir jouer que des Gaulois, que des Romains. Lui, il va pouvoir jouer que des Gaulois. Le premier qui y arrive ou dépasse 15 remporte la carte, qui lui rapportera 15 points. Tout simplement. C'est, en gros, c'est ça. Alors, il y a des Voilà. petits bonus de casse. Alors il y a plein de cartes avec toutes des effets bien particuliers qui Oui, alors vont ça, vraiment, j'adore ça. ouais, qui vont vraiment en fait Tous mettre ces effets. mettre la pagaille. Oui. C'est-à-dire que même si tu arrives à avoir une jolie somme avec tes C'est personnages, trop bien. il suffit d'une carte pour que ce soit réduit à zéro pratiquement. Voilà. Bah oui. Et donc tous les territoires en fait, ben ce sont tous les albums, hein, voilà. Des connus, des un petit peu moins connus, voilà. Astérix en Corse, Moi, je connaissais je bien. connaissais pas. Si. Le devin, celui-ci, Oui. je m'en souviens. Ouais, ouais. Astérix et Cléopâtre, évidemment. Je suis un petit peu déçu parce que je n'ai pas trouvé les 12 travaux d'Astérix. Oui, ça, c'était bien. Qui ça. est une BD que je trouve géniale. Le dessin animé, quand j'étais gamin, je le trouvais excellent. En boucle. Il me faisait beaucoup rire. Ouais, ouais. Donc, Astérix et Cléopâtre, l'Odyssée d'Astérix, le fils d'Astérix, Astérix et Scheherazade, Astérix et le chaudron, Tu spoil. la zizanie, Astérix le Gaulois, qui je pense est probablement le premier. Il a tout spoilé. Oui, bah, on les Je connaît rêve. tous pratiquement les albums. Voilà, donc Astérix et compagnie qui sort chez Matago à la fin du mois d'avril, de 4 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 30 minutes. Familial, accessible, rigolo, un oui. petit peu, enfin même pas mal d'interactions, Tout à fait. Complètement. avec des interaction. revirements de situation qui Oui. sont Incroyable. drôles, mais c'est rigolo, voilà. Bon, c'est très familial, ça se joue très facilement. C'est un jeu, je pense que je pourrais sortir également avec les collègues. Tu vois, celui-ci, Ouais. je suis en train Bon, de après penser. les petits pouvoirs, bon, enfin à voir. Oui, mais ça reste quand même relativement À tester. assez accessible. À tester. Ouais, ouais. Bah, ça envoie un joli 6, ça. Un 6. Oui. Allez. Ça vaut un joli 6, Astérix. Bon, alors c'est un 6. Voilà pour Astérix et compagnie. On peut rester en France. Oui, en Europe. En Europe, en tout cas, on peut rester effectivement donc en Europe. Donc après le village des irréductibles gaulois qui refusent catégoriquement l'emprise de Jules César, hein, donc de l'empereur. L'Empire. J'essaye de faire une transition. Il n'y en a pas vraiment. Bah si, vive Oui. le roi. Donc après l'empereur Jules César, on passe à vive le roi. Le roi est mort, vive le roi. C'est un jeu qui se joue de 2 à 8 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 à 60 minutes. Sur la boîte, ils disent quoi Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur la boîte? 35 minutes de partie, donc 60 minutes, Non. c'est un peu long. Hein. Non, 30 minutes, pas de problème. On y a joué à 2. Oui, Ça marche bien. Il y a une Ouais, ça espèce de joueur automatique. Oui, bah à 2, ça marche très bien aussi. Oui. Ça n'a pas, je pense, la même La même saveur. saveur, effectivement, quand on va le jouer à 2 ou qu'on va le jouer à 8. Alors, à 2, il y a une certaine maîtrise. À 8, ça doit être complètement le chaos. Grave. Mais c'est très drôle. Villeroy, le principe est que nous avons donc le château. Attends, je sais pas si ouais, c'est bon. Donc on a le château, c'est le plateau principal, donc qui est au centre de la table.
Au centre de la table, on va retrouver tous les jetons de personnages. Bah, tu peux montrer, t'es bloqué? Non, je suis pas bloqué. On aurait dit que t'avais freeze. Non, je croyais que tu voulais montrer les lieux. Ah non, bah, enfin, sur le château, il y a différents lieux. On va retrouver donc tous les personnages qui sont donc représentés par les jetons en bois. Je sais pas comment il y en a plein en fait. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors ils sont tous avec une couleur différente, mais si jamais ils sont tous nommés. Par une lettre de Par une lettre et par un nom. Alors ils ont la première lettre de leur prénom. Ils ont une illustration et ils ont donc la lettre en fait. Voilà. Donc le C, voilà, c'est Caius. Donc si jamais vous êtes daltonien, que vous avez du mal avec les couleurs, avec la lettre tout simplement, vous voyez de quel personnage il s'agit. Donc on a Caius, on a Bridget, on a Roméo, on a Leonardo, on a Diane, etc., etc. On en a une tripotée plus 15. En début de partie, on va à tour de rôle, mettre un de ces jetons sur le château, dans le château plus exactement, à l'endroit où on veut, sauf évidemment dans les 2 salles les plus hauts placées du château. Le but étant de marquer des points, de faire couronner un roi. Son favori. Mais son favori. À chaque début de partie, on va recevoir une carte, secrètement, qui va nous indiquer 6 personnages. Ces 6 personnages, une fois que un roi sera couronné, ces 6 personnages vont nous faire marquer des points en fonction de où ils sont situés dans le château. Si le roi est sacré, il est tout à fait en haut, si c'est un personnage que je vais remporter 10 points. S'il est dans la salle en dessous, chez les aristocrates, je vais marquer 5 points. Et en fonction des étages, je vais marquer de moins en moins de points. Donc, à mon tour de jeu, j'ai une action à faire, c'est monter un personnage. Par contre, je suis limité. Dans chaque salle, c'est 3 personnages quand on est à 2. maximum. Quand on est à 2. Ah, c'est différent. Oui, c'est 4 personnages à plus si on est de plus 2. Ok. Donc il y a des places sans limitées. Au bout d'un moment, si jamais un joueur fait monter un personnage ici, tout à fait en haut, dans la salle du roi. C'est l'élection royale. C'est l'élection royale. Alors c'est un petit peu bizarre parce que à aucun moment dans la vraie vie on élit un roi. Mais si tu avais lu mon post d'aujourd'hui. Non, j'ai fait un parallèle livre-jeu, donc c'était l'histoire des couronnements en Europe. Voilà, donc sur Instagram, des jeux des livres, il nous a fait le post de Vive le roi. Effectivement, je n'ai pas eu le temps de le lire. Bravo. Oh là là, mais personne lit Instagram, tout le monde s'en fout. Figure-toi que la royauté, quand même, en majorité, le roi était élu. D'accord. Voilà, au début donc de ce système politique qui a très longtemps été majoritaire en Europe. D'accord. Donc au début, quand même, le roi était élu, et puis pour se réinventer, puis pour perdurer dans la durée, la royauté a finalement petit à petit imposé en fait une légitimité dynastique. Mais à la base, c'est quand même en majorité une élection. Écoute, je l'apprends. Si vous voulez apprendre des choses, allez sur Instagram et lisez les chroniques des jeux des livres. C'est pas les chroniques de Bridgerton, c'est les chroniques des jeux des livres. En tout cas sur Instagram. Ok, bon, voilà, on sait que il y a eu une époque dans l'histoire de France, en tout cas de l'Europe, où on élisait le roi. Tout à fait. Revenons au jeu. À partir du moment où un personnage avec son jeton est déplacé dans la pièce la plus haute du château, on va procéder à une élection. Comment ça va se dérouler? Tous les jours, on va avoir des cartes comme ça de vote. Et on va voter à bulletin secret. Il existe 3 types de votes. Il existe tout simplement la carte « Oui, je veux que le personnage qui est en haut soit élu. Donc je veux que ce soit le roi. Oui. » Et moi, je ne veux pas. On a également donc forcément les cartes non. Moi, je ne veux pas. Et il existe une troisième carte. C'est pas un vote blanc. C'est le roi lors de l'élection. En tout cas, il a eu mal au ventre. Il a dû partir aux toilettes. Oui, il était stressé. Non mais c'est vrai. Pauvrette. C'est drôle. Donc il a dû partir aux toilettes. Donc le vote n'est pas. Le vote est annulé tout simplement. Si. Le personnage qui était en haut, il va redescendre d'un cran.
pour retomber, en tout cas, dans la pièce juste en dessous. Et s'il y avait un seul non, alors là, le pauvre, il ne redescend pas d'un cran, mais là, il va carrément au cachot. Voilà, effectivement, si lors d'un vote, il suffit qu'il y en ait un seul qui vote non, eh bien, le jeton, hein, en tout cas, le personnage va au cachot. Donc, le cachot, c'est ce qu'on voit, en fait, sur le côté. Ça fera des points négatifs ouais. en fin de manche. Donc, il est éliminé, en fait. Il ne rentrera plus en jeu. Donc, on va voter. Si c'est oui, bah, tout le monde a voté oui, très bien, le roi est élu, donc on va marquer nos points en fonction de là où sont nos personnages, en fonction de la salle où il se trouve. S'il n'est pas élu, si quelqu'un au moins a voté non, eh bien, il est au cachot. Cette carte non est défaussée. C'est-à-dire qu'au cours de la manche, il va y avoir plusieurs votes. Si je vote non, je ne pourrai le faire que 4 fois, puisque je n'ai que 4 cartes non. Au bout de la 5e fois, soit je vote oui, soit je vote j'ai mal au ventre. Et celle-ci aussi, c'est pareil. Une fois qu'on l'a jouée, hop, elle est défaussée. Au bout d'un moment, il y aura un oui. Au bout d'un moment, on sera obligé de voter tous oui, si jamais il arrivait qu'on attende que tous les joueurs attendent. Voilà. Donc on a joué à 2, c'est plutôt malin en fait. Et comme je disais, on a un certain contrôle en fait sur le jeu quand on joue à 2. Il va falloir faire monter nos personnages. C'est une question de timing. Exactement, mais pas trop rapidement, parce que si jamais on fait monter un personnage... Oui, c'est trop obvious. Pour l'élire, et forcément, son adversaire, il va voter non, donc il va dégager. Allez, alors tu bluffes et tu peux faire monter un adversaire. Un jeton que tu n'as pas dans ta liste du tout. Pour le dégager, peut-être que ce sera un jeton de ton adversaire. Et comme ça, le tien, il ira pas au cachot. Comme ça, le tien, effectivement, il n'ira pas au cachot. Donc il y a toute une histoire de tempo, de timing, un petit peu de bluff quand tu joues à 2. Par contre, ça se joue jusqu'à 8 joueurs. Et là, je pense qu'à 8 joueurs, tu n'as aucun contrôle, tu sais absolument pas, parce que forcément, dans ta liste de personnages que tu as, eh bien, tu vas avoir des personnages en commun avec d'autres joueurs. Donc, un joueur, il veut que Leonardo, il soit haut, mais toi, tu veux pas, parce que ça t'intéresse pas, il est pas sur ta liste, ou alors, au contraire, tu l'as également sur ta liste. Donc, voilà, donc il y a tout ce timing, ce tempo, cette interaction, ce bluff qui est très drôle. Donc on a beaucoup aimé à 2 joueurs. Avec un petit goût de jeu abstrait aussi. Oui. Oui, si, les petits placements de jetons, c'est presque un jeu abstrait. C'est presque un jeu abstrait. C'est un jeu donc édité par Spiel ou Face, un jeu de Stefano Luperto et illustré par David Cochard et Fabrice Weiss. C'est Néoludis qui nous distribue ça en France. Alors, il a été très longtemps indisponible et pour les 15 ans du jeu, il a le droit à une nouvelle édition. Effectivement, c'est une réédition, Vive le Roi. Je pense que si vous suivez les lives de Penelope Gaming, vous connaissez le Vive le Roi parce qu'elle en a énormément parlé, parce que elle adore. Alors, autant elle adore les illustrations du premier, autant elle déteste les illustrations de celui-ci. Bon, je dois vous avouer qu'une fois qu'on joue, bon, c'est pas très grave. Oui, moi je trouve ça rigolo. Oui, alors la couverture effectivement n'est bof, elle est bof. Mais les illustrations sur le plateau, en fait, c'est rigolo, ça fait très BD en fait, presque fluide glacial, j'ai envie de dire. On est vraiment dans cette veine d'illustration. Et on voit le graphisme Maria Dao qui est en plus. Donc effectivement, c'est une réédition d'un jeu qui date de pas mal de temps. Est-ce que tu as une date de sortie en tête? Non. Non. On va regarder ça sur Ludum, s'il veut bien. Ah ben il est dispo. Voilà. Oui, voilà. Donc il a dû sortir la semaine dernière, ou il y a 15 jours. Oui, c'est pour ça. Ou en tout cas dans une des semaines où je n'ai pas pu faire les sorties de la semaine. Donc il est dispo, Vive le Roi. Voilà, si vous avez envie d'un jeu à pas mal d'interactions, qui se joue très bien à 2 jusqu'à 8 joueurs. Alors on n'y a pas joué à plus de 2, donc c'était vraiment une partie où on a fait 2 parties découvertes à 2. On a bien aimé. Ça sera probablement pas du tout les mêmes sensations à 4. Plus nombreux. Mais à 8, ça doit être un enfer. À 8, tu ne contrôles absolument rien. À 4, ça doit être bien. C'est le chaos total. Voilà pour Vive le Roi. Peut-être un dernier jeu, non? Mais il en reste plein encore, hein. Oui, mais je sais pas si on ira jusqu'à... Bah si, allez. Si. Come Sail Away.
Embarquons pour le Titanic pour Come Sail Away. Come Sail Away, c'est un jeu qui se joue donc de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 25 minutes. Hop, on va passer directement à la note. Et moi, je trouve que c'est pas du tout le Titanic. Hein. Oh, arrête, la carte du milieu, c'est carrément l'escalier central du Titanic, hein, du film en tout cas. Non. Bah si. C'est pas du tout la même époque. Bon, on est sur un paquebot, on accueille des passagers, on va les mettre dans des cabines. Voilà. Si jamais ils vont pas dans des cabines, ils vont en soute. Non, c'est pas vrai. Mais on a tout à fait le droit de s'imaginer qu'on est sur le Titanic. Vous voyez cet escalier-là, on est clairement dans l'illustration du film Titanic. Oui, peut-être. Ah bah carrément. Un petit peu. Mais complètement. On a des salons, on a des restaurants et on a des cabines. Alors là, c'est une... Oui, c'est bien. C'est bien. Alors à son tour de jeu, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va avoir 2 cartes comme ceci, des cartes passagers. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va en choisir une seule. On va choisir par exemple celle-ci là. On va prendre un meeple bleu et un meeple noir et on va les positionner sur notre paquebot. Donc là, c'est une fin de partie probablement puisque les tuiles sont déjà retournées. Mais en tout cas, si j'ai un meeple bleu et un meeple noir, eh bien je vais devoir les égrener sur mon plateau. En sachant que donc j'ai des cabines rouges, mais j'en ai des bleus, des noirs, des jaunes. J'ai également des restaurants, j'ai également des salons. Chaque tuile en fait, ça représente plusieurs emplacements. Les contraintes, vous doutez bien que sur les cabines rouges, je dois mettre un meeple rouge. Sur des cabines vertes, je dois mettre un meeple vert, etc., etc. Donc il y a le rouge, le vert, le bleu, le noir et le jaune. Sur l'escalier central, là, le magnifique escalier du Titanic, je vais pouvoir mettre jusqu'à 3 couleurs. Par contre, si j'ai un jaune, je peux mettre autant de jaune que je veux. Si je peux mettre autant de noir, je pourrais pas mettre une 4e couleur. Ça me rapportera 0 point. Donc ça fait c'est une espèce de secours. Oui, de voilà. petit sas. C'est un sas. Ils vont pas marquer de points, mais ils vont pas nous pénaliser. Les restaurants, il va falloir que je fasse 2 paires de chaque couleur. Donc là, si je mets un rouge, eh bien je vais mettre un rouge ici. Si je mets un bleu, je devrais mettre un bleu et un bleu. Les salons, je vais devoir mettre 4 couleurs différentes. Donc là, il manquerait juste une couleur différente du noir, du jaune ou du vert pour retourner cette tuile et marquer les 5 points. Dès que la tuile est pleine, dès que la tuile est complète et remplie, on va la retourner et ça nous fera marquer des points. Et alors, tout le truc très subtil du jeu, c'est-à-dire que la carte que je prends, donc là j'ai dit le bleu et le noir, mais j'aurais très bien pu prendre un jaune et un rouge, eh bien je vais devoir les égrener sur mon plateau, mais il faut que ce soit adjacent. Et il faut que ce soit dans l'ordre de la carte. Je pourrais très bien donc dire... un chemin de meeple. Un chemin de meeple, un rouge, je vais placer un jaune et un rouge. Ou alors je pourrais placer dans l'autre sens un rouge, un jaune et un jaune. Ça a une importance dans l'ordre puisque à 3, non, mais à 4, oui. Donc là, je devrais passer en premier le jaune, ensuite le vert, ensuite le bleu et ensuite le bleu. Je pourrais faire dans l'autre sens si je souhaite. Le bleu, le vert et le jaune. Et ça a une importance parce que toutes les pièces sont adjacentes. Donc je vais devoir positionner un premier ici, en deuxième ici, en troisième ici. Je peux passer au centre. Mais si jamais j'ai, par exemple ici, là, ce rouge-là, eh bien je le mets le premier, si j'ai cette carte 3 là, je vais mettre mon meeple rouge ici. Le deuxième jaune, je vais devoir obligatoirement le mettre ici, puisque adjacent là, les pièces elles sont déjà fermées. Donc je répète, c'est une fin de partie, donc normalement toutes les pièces sont disponibles. Et mon troisième rouge, eh bien j'aurais très bien pu le mettre ici. Oui, c'était bien là. Mais bon... J'aurais été bloqué parce que je n'ai qu'un rouge en fait. Non, si je mets le rouge ici, je mets le jaune ici, l'autre rouge, l'autre jaune pardon. Eh bien, il peut pas aller là. Il y en a déjà un, donc il irait ici. Sur les mécontents. Les clients mécontents, voilà. C'est -1. Donc c'est en fait tout simplement un awalé, mais très beau. Hein, on adore les illustrations très simple de l'illustrateur dont j'ai oublié le nom, on va le regarder, avec quand même pas mal de contraintes. C'est Sahashi, hein. Ouais, c'est l'auteur illustrateur. Oui, Sahashi. Non, c'est Takako Takarai. Voilà. J'allais dire non. Oui. Alors les auteurs, c'est Sahashi et Daryl Shaw et l'illustrateur Takako Takarai. Et c'est édité par Sahashi et Sahashi, distribué en français par Asmodée. Oui, avec ses aplats de couleurs, là, c'est très reconnaissable, son style.
Donc voilà, c'est un Ouais. Awalé Revisité. avec Oui, quand même oui. pas mal de contraintes, hein, parce qu'au fur et Oui. à mesure de la partie, vous allez devoir C'est un respecter vrai casse-tête. l'ordre en fait dans lequel vous prenez la carte. Donc ici, ça va être un bleu, un vert et un jaune. Donc il faut vraiment pouvoir le positionner à un endroit bien spécifique. Là, sur celle-là, vous n'allez pouvoir mettre que un rouge. Vous allez pouvoir vous en sortir avec l'escalier principal. Des petites cabines supplémentaires que vous allez pouvoir gagner en fonction de l'avancement des mallettes. Bon, je passe les détails, mais il y a pas mal de contraintes et c'est de plus en plus compliqué et dur, effectivement. C'est dur, mais bon. Tu m'as complètement encore roulé dessus. Mais pas tant que ça. Si. J'ai même pas compté les points tellement j'ai râlé, j'ai ragé, j'ai presque balancé le plateau tellement ça m'a énervé. Moi, j'ai assuré grave. Mais c'est plutôt bon signe parce que, en tout cas, voilà, ça m'a provoqué quelque chose. Donc, vous voyez, j'ai mis 6,5 parce que je sens qu'il y a quelque chose. Non, mais c'est vraiment bien aussi. Il y a un truc, voilà, mais c'était pas ma journée ce jour-là. Quand on a joué à Flatiron et comme c'est le Way, c'était pas ma journée. Donc, je me suis fait rouler dessus pour ces deux jeux. Sortie 28 mars, aux alentours de 40 €. Là, du coup, on monte un petit peu plus au niveau du tarif. Il y a beaucoup de meeples à l'intérieur de la boîte. C'est une grosse boîte. C'est une grosse boîte. Hein. Elle est là. Hein. C'est une grosse boîte. Il y a énormément de tuiles en fait. Il y a énormément de tuiles puisque pour chaque joueur, il faut qu'il y ait toute cette mise en place. Cette mise en place, comme on le voit ici, tout ça, ce sont des tuiles et qu'il y a d'autres tuiles. C'est-à-dire que vous avez énormément de configuration, c'est-à-dire que cette tuile-là de cabine rouge, eh bien, dans une autre partie, vous allez pouvoir peut-être la mettre ici. Avec un restaurant ou une autre cabine d'une autre couleur ici. D'autres accommodations. Et il y a d'autres tuiles également qui vont avoir d'autres configurations. Enfin, vous allez vraiment pouvoir renouveler, configurer votre partie différemment à chaque partie. Très bien, je me suis roulé dessus, mais j'ai envie d'y rejouer parce que voilà, j'aime beaucoup ces illustrations, je trouve ça très très beau et ça marche plutôt pas mal de contraintes. Il y a pas d'interaction en fait. Il y a juste une toute petite course au point, mais bon, c'est très c'est à la limite léger, presque négligeable en tout cas pour l'interaction. Il y a une petite course au point, mais c'est vraiment super léger. Donc l'interaction, elle y est pas. Donc c'est pour ça qu'il y a un mode solo en fait. C'est-à-dire que c'est du simultané, on joue tous en même temps, on choisit une carte, on prend les meeples et on les égrène. Voilà. Donc il faut se faire confiance puisque je pense que je me suis fait la remarque, je me suis dit mais qu'est-ce qui m'empêche en fait de tricher et de mettre ce meeple là c'est bon. Ça passe. Je ne l'ai pas fait non parce que je ne suis pas un tricheur. Mais voilà. Il faut se faire confiance quand on joue parce que c'est du simultané où il n'y a pas d'interaction justement où voilà, on fait chacun notre truc dans notre coin. Allez, comme c'est le way, on reste avec les bateaux. Là, on n'est pas sur un paquebot, on va pas accueillir des passagers. On va être un bateau pirate et on va tenter de franchir la mer en évitant le Kraken dans Sail. Je vous en ai déjà parlé. Oui, on va aller rapidement. Hein. Je l'ai pas noté. Je vais le noter et je vais pas mettre plus que 5. C'est pour pas mettre en dessous. Parce que j'aime pas mettre trop en dessous. Non, parce que c'est pas un jeu désagréable. Moi, j'ai pas aimé. Mais on n'a pas passé un mauvais moment, hein. Mais c'est très dur. Alors, c'est un jeu de pli coopératif qui se joue uniquement à 2 joueurs à partir de 11 ans pour des parties d'environ 20 minutes. C'est un jeu donc édité par Allplay et distribué en français par Asmodee. C'est un jeu de Akiyama Koryo et Korzu Yusei. Encore une fois illustré par le Weberson Sertango, le très talentueux Weberson Sertango dont on a parlé tout à l'heure avec Flatiron. C'est très très beau. C'est très beau. Oui, les cartes sont belles. On reconnaît de toute façon les illustrations maintenant, voilà. Donc c'est un jeu de pli coopératif dans lequel on va jouer des cartes pour pas forcément tenter de remporter un pli, mais surtout pour faire des combinaisons de cartes, puisque chaque carte va avoir un petit logo, comme on voit ici, et en fonction des cartes jouées par les joueurs, eh bien on va créer des combinaisons. Ces combinaisons de logos vont permettre de faire des actions. Les actions sont bien tout simplement se déplacer en direction du joueur qui a remporté le pli. Ça va être le Kraken nous attaque, ou alors on va pouvoir attaquer le Kraken, ou on va pouvoir également faire avancer le bateau plus vite, puisque le but étant de
de faire avancer notre bateau du point de départ et de l'amener jusqu'à l'arrivée ici. Il y a plusieurs scénarios, plusieurs configurations. Là, en sachant que ce jeton c'est l'arrivée, donc il peut être, suivant le scénario, tout à fait au bout. Donc ça c'est le scénario, j'imagine c'est le 3 il me semble, bref. Donc en fonction des combinaisons et des plis, eh bien on va devoir faire bouger le bateau de case en case en évitant les îles, en évitant les attaques de Kraken. Mais évidemment, c'est un jeu, eh bien on ne va pas pouvoir discuter, forcément c'est un jeu coop à communication limitée. Donc on va essayer de se mettre d'accord en fonction des plis pour faire les actions. Moi je vous avoue, voilà, c'est pas fluide, c'est pas fluide du tout. Fluide. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, les combinaisons, t'es toujours en train de regarder tes cartes actions, tes cartes aides de jeu. Il en existe 3 aides de jeu, et en plus elles sont recto verso. Donc t'es toujours en train de te dire, alors attends, si je fais ça, ça fait quoi? Mais alors si ça fait ça, si lui joue ça, ça va faire quoi? Si on fait cette combinaison, alors attends, je regarde l'autre aide de jeu parce que si je fais cette combinaison, ça fait ça. Non, puis les combinaisons sont surtout très dures à faire. Je trouve. Et oui, parce que c'est pas aussi facile que ça. Et bon, heureusement, parce que c'est un jeu coop, donc tu vois, voilà. Oui. Mais c'est pas la difficulté tant qui m'embête, c'est la fluidité. C'est pas très fluide et c'est pas du tout immédiat. Pas trop. Et non. Ouais. Donc après, c'est malin. Moi, j'ai très envie d'y jouer. Oui, j'ai envie d'aimer ce jeu parce que c'est du Weberson de Santiago et c'est du jeu de pli. C'est malin. C'est donc là, malin un jeu de pli illustré par Weberson de Santiago, bah bling, moi j'achète. Hein. Non, mais c'est malin ce système de double symbole là, pour faire avancer le navire. Trouver les bons symboles au bon moment. Et en fait, il faut essayer d'équilibrer les plis pour rester, pour que la manche elle dure le plus longtemps possible. Et oui, parce que dès qu'un joueur remporte 4 plis, hein, la manche est finie. La manche est finie, on le voit ici, là. Chaque fois qu'un joueur remporte un pli, on avance son petit curseur et ça se joue en 5 manches maximum. Et ça va très vite, hein, les attaques de. Et alors, effectivement, il y a des combinaisons de cartes qui nous fait, pas perdre, mais en tout cas, il y a l'attaque du Kraken. C'est pratiquement tout le temps. L'attaque du Kraken, c'est des cartes ici qu'on va rajouter dans notre deck de cartes, qui va un petit peu nous affaiblir. C'est-à-dire que... c'est surtout ça rajoute de l'inconnu. Ça rajoute de l'inconnu, oui, mais c'est surtout que ça va rajouter au fur et à mesure encore plus d'attaques de Kraken. Donc il va nous encore plus nous rajouter des cartes Kraken qui va nous embêter, qui va nous empêcher de faire des combinaisons pour avancer notre navire de pirate. Voilà, donc bon, je suis passé à côté, j'ai pas trouvé ça fluide, c'est pas du tout immédiat, t'es toujours en train de regarder l'aide de jeu, savoir est-ce que si je fais ça, etc., ça fait ça, bon, bref, voilà. C'était Sail avec la petite note de 5. On reste avec un jeu de pli. Allez, on reste avec un jeu de pli chez Zacatrus, Avio, avec ses illustrations avec un parti pris graphique très fort, mais on est dans un type d'illustration d'art roman espagnol. Oui. Parce que Zacatrus, c'est un éditeur espagnol, et donc il y va jusqu'au bout carrément. Alors c'est un parti pris graphique prononcé, mais moi je trouve ça très drôle en fait. Oui, c'est drôle. Et les cartes sont moins moches que alors oui, effectivement, on a envie de dire que c'est moche. Non, pardon. Mais c'est moche, mais je pense que... c'est pas moche. Non, mais l'illustrateur, je pense, c'est voulu que ce soit moche mais drôle. Oui, c'est tu drôle. vois. Ouais. Non, mais les illustrations des cartes sont plus jolies. C'est pas moche. Me plaisent plus. C'est pas moche péjorativement en fait, tu vois. C'est moche mais drôle. Je pense que c'est voulu. Oui, bien sûr. Non, mais là, tu vois, c'est joli. Oui, voilà. Donc, Avio, c'est quoi? C'est un jeu de pli qui se joue de 2 à 6 joueurs. On y a joué à 2, nickel, ça marche très bien. Pour un jeu de pli, c'est rare, mais aucun problème. Jusqu'à 6 joueurs, on y a joué à 2, on y a joué à 4. À partir de 8 ans, c'est accessible. Pour des parties d'environ une trentaine de minutes, c'est un jeu donc chez Zacatrus. Et Mega Corpin Game, c'est un jeu de Ron Gonzalo Garcia. Encore une fois, il n'y a pas les illustrateurs. C'est bien dommage parce que c'est vraiment un parti pris graphique prononcé. Avio, c'est un jeu de pli dans lequel on va tout simplement, comme dans tous les jeux de pli, suivre à la couleur. La couleur d'atout va changer à chaque manche. Le but étant donc de jouer des plis. Comment on va marquer des points? Eh bien ça, on le découvre uniquement à la fin de la manche, en fonction de la dernière carte qu'on a en main. Toutes les cartes ont un scoring particulier.
qu'on voit sur le cartouche de la gauche. Par exemple, l'arène, pour marquer des points, eh bien, on va marquer 10 points uniquement si on n'a aucune figure dans nos plis qu'on a rapportés. Donc, si je garde cette carte, la dernière carte que je vais pas jouer, mais ça va être ma carte de scoring. C'est l'Avio. Si j'ai cette carte-là, la reine, eh bien, j'ai 10 points si je n'ai aucune figure dans mes plis que j'ai remportés. Plus les points de pli. 1 point par pli. Toutes les cartes ont des scorings différents. Donc là, le 1, par exemple, si je garde le 1 dans ma main, que je le joue pour scorer, si j'ai 4 ou 5 plis, je vais marquer, je ne sais plus. Si j'ai, par exemple, ici, avec cette carte rouge, si je ne suis pas majoritaire, on voit que le max, il est barré. Si je suis pas majoritaire dans les cartes rouges, je vais avoir 5 points. Donc, chaque carte a un scoring particulier. Il y a tout un système de tempo, parce que forcément, c'est un jeu de plis, donc tu vas devoir suivre à la couleur. Donc, si tu veux garder cette carte rouge dans ta main pour marquer les 5 points sans être majoritaire dans le rouge, mais si ton adversaire joue en rouge, t'es obligé de suivre à la couleur, donc t'es obligé de te débarrasser de ton rouge. Tu vas la perdre. Donc tu vas devoir t'adapter. Oui, trouver d'autres moyens de scoring. Tout au fil de la manche, tu vas devoir à chaque fois t'adapter en fonction de la carte et des cartes qui sont jouées. Tu vas pas pouvoir jouer tout ce que tu veux. T'es obligé de suivre la couleur. Si t'es en rouge, t'es obligé de jouer en rouge. Ou une figure. Puisque les figures n'ont pas de couleur. Mais bon, elles sont beaucoup plus compliquées à garder à la fin parce que soit, effectivement, elles rapportent plus de points, mais c'est un petit peu compliqué de ne pas marquer de plis avec un personnage. Ça dépend. En sachant que les personnages, les figures, en tout cas, elles ont 2 valeurs. Tu choisis quand tu le joues. Bon. Ouais. Non, donc mais chaque carte a un scoring que tu vas devoir jouer en dernier et tu vas devoir tout au long de la partie t'adapter. C'est très malin, c'est très simple. La première partie, tu te dis oh là là, mais qu'est-ce que c'est horrible ce jeu. Tous ces scorings. C'est impossible à te souvenir de comprendre. Dès la deuxième manche, c'est bon, t'as saisi le truc, t'as même plus besoin des aides de jeu, tu comprends l'iconographie qu'il y a sur chaque carte, c'est très facilement compréhensible. Bien, c'est très malin, c'est très rigolo, ça marche très très bien. Voilà, l'iconographie au début, tu te dis c'est un petit peu sombre, mais tu la comprends très très vite et ça marche plutôt bien. Je suis bien content. Moi, quand j'avais vu Avio 2 joueurs, un jeu de plis, ça marche très bien à 2, ça marche très bien à 4. C'est une petite recommandation si vous aimez également les jeux de plis. On accélère, tu veux parler de quoi ? Eh bien, on finit avec Uptown. Uptown ? Oui. Chez Piatnik, Uptown, distribué par Wilson Game en France. C'est sorti début du mois de mars aux alentours de 30 €. C'est un jeu de Rainer Knizia. Et ouais, donc là, Rainer Knizia, vous le connaissez probablement tous. Bah, je pense que oui. C'est l'auteur de jeu le plus on va dire prolifique de toute la sphère ludique du monde du jeu de société, je pense. S'il devait y avoir qu'un seul auteur de jeu de société, ben ça serait lui. Il te remplit ta ludothèque. C'est clair. Donc Uptown se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 40 à 60 minutes. Oui, il y a bien 40 minutes de jeu. Alors sur la boîte, il mentionne 45 minutes. Oui, il y a bien 40 minutes de jeu. C'est un jeu donc de Rainer Knizia, illustré par Lars Basten, je l'ai dit, distribué en français par Wilson Jeux, édité par Piatnik. C'est un jeu de majorité, un petit peu de conquête de territoire. Aussi. Oui. Très très malin. Dans lequel, en notre tour de jeu, on va, en fait, vous voyez tout autour de la piste de jeu, il y a une autre piste dans lequel on va revenir récupérer les jetons qui sont installés. Les fameux singes. Qui vont se disputer les districts de cette ville côtière où il ne fait pas bon se balader le soir. Voilà, parce que c'est de la contrebande de bananes. Oui, ouais. Donc le thème est drôle, le thème est fun, les illustrations c'est très noir et blanc. Mais du coup, c'est très visuel, en fait. Oui, là, sur le plateau, on se dit, mais on voit rien, en fait. Mais au fur et à mesure de la partie, avec nos couleurs, puisque chaque joueur va avoir une couleur, avec ses jetons transparents, on va récupérer des jetons comme ça, et on va les positionner sur le plateau. Alors, est-ce qu'on va arriver à voir, si je prends ce jeton-là, vous voyez qu'il est positionné sur un emplacement gris, eh bien, je vais positionner ce jeton, je vais mettre un jeton transparent à ma couleur
dessus Parce que et je vais le positionner sur un emplacement du zone grise, donc ici ou ici. Parce que c'est un singe. Un gros singe. C'est un singe, voilà. C'est un boss. Sinon, ça aurait été un point de contrebande, un bar à banane. Ici, je mets pas de jeton de ma couleur dessus. Non. Par contre, ça va me faire marquer des points immédiatement, oui. en fonction des adjacences de singes. Il existe plusieurs types de singes qui vont me faire marquer des points immédiatement en fonction de l'adjacence avec les barres à bananes. Je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça, mais du coup j'ai envie d'appeler ça les barres à bananes. C'est ça. Des bananes de contrebande. Voilà. Donc les singes qui sont en fond violet, ça va me marquer immédiatement des points en fonction des barres à bananes. Par contre les singes sur fond blanc, il existe donc les maquis et les orang-outans. Eux, il va falloir attendre que la zone sur laquelle sont positionnés ces singes avec nos jetons dessus à nos couleurs, il va falloir attendre pour marquer des points que la zone soit complète pour pouvoir activer les effets de scoring. Donc c'est là où on intervient en fait la majorité. Oui. Donc on regarde qui est majoritaire en fonction des orang-outans. Si tu es tout seul, bah tu vas marquer tous les points des petits singes, donc les singes violets qui ont une valeur numérique dessus. S'il n'y a pas de majorité ou si on est égalité avec les orang-outans, on va regarder qui a les maquis, les petites espèces de petits lémuriens. Oui, c'est des lémuriens. C'est des lémuriens. Oui, voilà. C'est vrai. Un lémurien n'est pas un singe. Ben oui, mais les maquis sont un petit peu différents par rapport aux autres. Eh bien, c'est les sous-chefs, en fait. Voilà, si on n'a pas la majorité avec les orang-outans, on va regarder la majorité avec les lémuriens. Celui qui est majoritaire avec les lémuriens, il va marquer les points des autres petits singes. Mais également, on va marquer des points en fonction des zones adjacentes. Oui. C'est-à-dire que si là, on prend en compte que les maquis, justement, les lémuriens, on va regarder les zones adjacentes qui sont qui ont moins de lémuriens. Qui ont moins de lémuriens que la zone où on a qu'on a complété. Qu'on vient de compléter. Si on a moins de lémuriens dans la zone adjacente, on va... Comment c'est le mot ? On va en fait faire une sorte... Je sais plus le mot. Ah, moi j'ai oublié le mot aussi. Enfin, c'est une majorité. Si jamais on en a plus, on va asservir. On va asservir les autres singes et donc là, on va marquer des points, encore une fois, en fonction des zones adjacentes. On va additionner le nombre de petits singes de ces zones adjacentes et chaque joueur qui a au moins un maquis dans la zone qu'on vient de compléter, on va se partager les points des petits singes. Exactement. Voilà, donc il y a une sorte de 3 niveaux de scoring, très très malin dans le jeu. Alors je dois vous avouer que les scorings de majorité à la fin d'une zone, pour moi ça n'a pas été immédiat. J'ai eu du mal, encore une fois. Si, moi aussi. Mais bon, voilà. Je pense que c'est du Ranartisia, donc c'est assez simple. Je devais pas être dans un bon jour ce jour-là parce que j'ai pas fait un score aussi minable cette fois-ci. Non, voilà. Mais tu as même gagné, donc. J'ai même gagné. Oui. Bon. À très peu. C'est du Ranartisia, donc accessible, donc le scoring, voilà. Il y a juste cette petite règle de scoring à appréhender, mais bon, ça reste quand même assez léger. Simple. Donc l'univers est rigolo, les illustrations sont sympas, le matériel est plutôt pas mal. Oui. Et donc là, vous voyez, c'est vrai que c'est très noir et blanc, mais avec les couleurs qu'on va mettre sur ces jetons en plastique transparent, au fur et à mesure, ça va devenir très très visuel. Les barres à bananes qui sont jaunes, ça va colorer le plateau. Je trouve ça très très chouette, très joli sur au fur et à mesure qu'on construit notre plateau de jeu. Donc Heptown, j'ai bien envie de lui mettre un 6,5. Oui, c'est bien. Voilà pour Heptown, qui est sorti début mars aux alentours de 30 € chez Piatnik, un jeu de Ranarknisia et illustré par Lars Bersten, distribué en français par Wilson Jeux. Et puis voilà. On a fait le tour de ce débrief ludique qui a duré... C'est déjà pas mal. Une bonne grosse heure et demie. Oui. Voilà. Hop là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en direct sur Twitch et d'avoir participé. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, merci. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et marquer un petit commentaire. Vous venez également sur Twitch pour qu'on puisse discuter ensemble des jeux de société. Bon, ce soir, sur Twitch, on n'a pas eu trop de monde. Mais en tout cas, vous voyez, on a discuté. Et si vous regardez, même si vous n'avez pas discuté, vous nous avez écouté raconter nos bêtises. Tout à fait. En tout cas, j'espère qu'on vous a donné envie de jouer à tous ces jeux-là et au moins qu'on vous a fait découvrir pas mal de choses. Je suis le Meepleverse. Le débrief ludique, c'est tous les lundis soirs à 20h sur Twitch
pour parler des jeux de société. Ce soir, exceptionnellement accompagné de Anthony des Jeux des Livres sur Instagram. Je suis également donc sur Twitch le samedi matin à 11h où on parle des sorties de jeux de société. Sinon, c'est sur Instagram tous les jours pour les stories de partage ludique et de découverte, les reviews de jeux de société. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée. Amusez-vous bien et à bientôt. Salut! Ciao!